Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise. Bonjour Frédéric Ramel. Bonjour Pierre Verluise. Existe-t-il un élément naturel, transformé puis utilisé par la main de l'homme qui illustre pour vous la géopolitique mondiale aujourd'hui ? En écoutant votre question, j'ai immédiatement pensé au pernambouc. Alors le pernambouc, c'est une essence d'arbre qui pousse essentiellement sur les côtes du Brésil, côte atlantique, et qui est très prisée par des luthiers occidentaux pour fabriquer des archets en raison de certaines propriétés de ce bois très élastique et très dense. Et en 2007, la Convention internationale sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction a inscrit le pernambouc sur l'une de ses listes en raison de la pression sur cette ressource. Et en 2022, le Brésil a demandé encore plus de contrôle sur cette essence d'arbre, malgré d'ailleurs toute une dynamique du secteur qui a essayé de reboiser du pernambouc au Brésil. Et finalement, grâce à cette mobilisation, le pernambouc a pu faire l'objet de protection, mais il y a en fait un clivage entre d'un côté des Occidentaux qui cherchent en effet à accompagner l'exploitation en fait de ce pernambouc et le Brésil qui résiste. Et encore en 2024, le Brésil a à nouveau demandé à ce qu'il y ait une protection encore plus importante. Alors pourquoi je vous ai mentionné cela ? Tout simplement pour vous dire qu'un instrument comme un archet ou écouter de la musique nous projette aussi quelque part dans l'espace mondial. J'aurais pu prendre évidemment quelque chose que vos auditrices et vos auditeurs connaissent bien, c'est le portable ou le téléphone portable qui est lié aussi aux métaux rares et aux terres rares. Mais en prenant la musique, j'ai voulu aussi mettre l'accent sur le fait que des instruments de musique peuvent être au cœur de la diplomatie environnementale. Frédéric Ramel, pourquoi l'accélération est-elle au cœur de l'espace mondial ? Alors, lorsqu'on parle d'accélération, Pierre Verluise, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a un premier élément qui est ce qu'on appelle la grande accélération. La grande accélération, ça a été un terme qui a été employé par des historiens pour se focaliser sur une séquence historique très particulière, 1945 à aujourd'hui, en se focalisant uniquement sur les effets climatiques de la révolution industrielle ou de la production industrielle. En parlant d'accélération au sens plus général, accélération du monde, je renvoie à un diagnostic de la modernité, donc qui s'étire bien au-delà du XXe siècle, qui commence déjà au XVIe siècle. La modernité, c'est quoi ? C'est un processus ou une façon de vivre en société qui est fondée sur l'accroissement dynamique. La stabilité de la société moderne, elle fonctionne par l'accélération, y compris dans nos propres vies. On cherche à on a un rythme de vie effréné, on cherche à avoir différentes expériences dans un minimum de temps. Et puis, il y a cette modernité qui nous colle à la peau, je dirais, et qui se traduit très concrètement dans l'espace mondial par deux choses, il me semble, assez intéressantes. C'est l'accélération des transports et des communications. Pour un exemple très concret, nos connexions domestiques Internet, elles sont 14 000 fois plus importantes, plus rapides qu'en l'an 2000. Et puis, en termes de production, les porte-conteneurs sont de plus en plus conséquents. En 1980, il y avait 500 millions de tonnes de marchandises qui circulaient par transport maritime. Eh bien, en 2019, on est à 11 milliards de tonnes. Ça nous dit quelque chose de la modernité qui cherche à nous faire accéder au monde et qui cherche à mettre à disposition les ressources du monde de façon extrêmement importante. Est-ce que cette accélération se vit de la même façon partout dans le monde ? Alors non, elle n'est pas forcément vécue de la même manière, même si on est plus ou moins exposé évidemment à cette accélération. Il y a certains États ou certains gouvernants qui cherchent à accélérer encore plus ce processus. Je pense à Donald Trump qui va commencer son deuxième mandat à la fin de ce mois, de janvier. Et puis d'autres qui cherchent plutôt à la cantonner, qui cherchent à la réguler en parlant du développement durable, par exemple. C'est-à-dire en essayant d'ajuster le tir et essayer de contribuer à l'établissement de règles qui permettent en effet d'éviter une forme d'accélération qui soit liée à un torpillage de la nature. Et je pense qu'on peut peut-être évoquer aussi cette question des effets sur l'environnement, peut-être. Tout à fait, c'est extrêmement important.
Ce monde de déséquilibre produit ce que vous appelez des compressions écologiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par compression écologique, il faut entendre les effets de cette accélération du monde sur les extractions, la démultiplication des extractions et donc compression sur les ressources, puisque si je prends par exemple le sable, qui est à l'heure actuelle l'une des ressources les plus exploitées, eh bien on pourrait se dire, il y a les déserts, mais non, mais le désert c'est pas un sable qui peut être utilisé pour le béton par exemple. Et donc le renouvellement de la ressource est extrêmement compliqué. Donc c'est un sable qui vient de la mer. Exact, et qui peut aussi venir de l'extraction de ressources fluviales ou des côtes fluviales. Sur la terre. Il y a aussi la dégradation environnementale. C'est un autre effet de cette compression, un effet de l'accélération et qui rend en effet notre monde comprimé. Je vais prendre le cas des glaciers parce que c'est quelque chose qu'on a peu forcément en tête. On a évidemment la déforestation, mais le désépaississement des glaciers est très, très significatif. Depuis 2000, on note le doublement de la vitesse d'étiolement des glaciers partout dans le monde, et en particulier les calottes glaciaires qui viennent tomber dans les océans et donc qui contribuent à l'élévation des niveaux des mers. Et puis, il y a la dépendance énergétique. Et cette dépendance énergétique, aujourd'hui, elle n'est plus simplement liée au pétrole ou au gaz naturel. On retrouve les terres rares ou les métaux rares qui sont nécessaires à l'électrification des sociétés modernes, à nos batteries électriques de voitures ou encore au téléphone portable. Quand nous sommes français, nous avons tendance à faire de l'État l'acteur géopolitique majeur, comme si c'était le seul. Aujourd'hui, Frédéric Ramel, est-ce que les États sont seuls au monde? Non, je ne pense pas qu'ils soient seuls au monde, Pierre Verlouis. Je pense que la scène, ils sont là. Ils ont un rôle extrêmement important, mais ceux qui étaient dans les coulisses, ils sont de plus en plus sur la scène. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a tout d'abord des firmes multinationales. Elon Musk, qui a en fait un rôle fondamental dans la guerre en Ukraine aujourd'hui, qui a à un moment donné empêché Zelensky d'utiliser Starlink pour justement contribuer à sa guerre contre la Russie. Ou je pense à la fondation Bill et Melinda Gates, c'est 18% du budget de l'Organisation mondiale de la santé. Donc on ne peut pas faire fi de ces acteurs-là. Les organisations non gouvernementales qui sont extrêmement actives dans différents domaines, de droits humains, aux questions humanitaires ou aux questions de protection de l'environnement. Amnesty International est très active aujourd'hui, par exemple, sur la documentation des actes qui relèvent de génocide aujourd'hui à Gaza, ou encore même des individus, alors plus ou moins célèbres. Il y a des célébrités qui ont contribué, par exemple, à ce que le sultanat de Brunei formule un moratoire qui permette en fait à empêcher les condamnations à mort pour lapidation pour raison d'homosexualité ou d'adultère, parce que boycott de célébrités des grands hôtels gérés par Brunei, ou encore tout simplement les printemps arabes. On ne peut pas comprendre les printemps arabes si on n'a pas en tête le fait qu'un individu s'est immolé sur un marché en Tunisie et en est appelé à la dignité de pouvoir subsister de façon correcte. Donc un individu ordinaire est devenu, par son action, un individu qui a contribué à un phénomène politique dont on voit encore les soubresauts en Syrie ces jours derniers. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de communauté internationale? On entend parler on dit la communauté internationale devrait ceci ou fait cela. Ça existe, la communauté internationale? Non, c'est un effet de langage. La communauté internationale n'existe pas. On a souvent en tête, lorsqu'on parle de communauté internationale, des Nations Unies, mais non, les Nations Unies sont une organisation internationale de coopération entre des États souverains. Donc la communauté internationale n'existe pas. Et je dirais même que lorsqu'on parle de ces acteurs que je qualifie de transnationaux, c'est-à-dire les ONG, les firmes, etc., ce sont des acteurs qui sont des acteurs privés, qui rendent compte d'échanges à travers les frontières sans le passage par les États, mais qui ne sont pas forcément homogènes et qui n'ont pas forcément une convergence d'intérêts. Il peut y avoir des tensions très fortes entre des firmes et les ONG sur l'exploitation, par exemple, des ressources naturelles, ou même des ONG entre elles. Lorsqu'il s'agit d'instituer des parcs nationaux de protection de la nature, vous avez des ONG, par exemple, de droits de l'homme qui se sont insurgés contre WWF concernant l'expropriation de certaines communautés autochtones pour installer des parcs naturels en Afrique subsaharienne. Et donc,
même cette société civile mondiale, parfois c'est l'expression qu'on emploie, elle n'existe pas forcément parce qu'il y a en fait une hétérogénéité. Et comment peut-on penser les relations entre les échelles, ce que j'appelle le chaos des échelles? Merci pour cette question, Pierre Verlouise. Je vais prendre un exemple qui peut être le plus significatif concernant cette articulation des échelles entre les États et les acteurs privés. La diplomatie des États, aujourd'hui, notamment depuis 2018 pour le cas du Danemark, cherche à tisser des liens avec ce qu'on appelle les acteurs de la big tech numérique. Le Danemark a créé un poste d'ambassadeur à la Silicon Valley, en parlant de techplomatie. Ce n'est pas la techplomatie, la X-diplomatie ou Twitter-diplomatie. Là, c'est la diplomatie digitale et publique. Non, il s'agit de tisser des liens. Un autre exemple, c'est la Russie, qui a décidé de fabriquer de toutes pièces la Fondation Monde Russe, qui est une ONG qui travaille à la diffusion des valeurs conservatrices et valeurs politiques de la Russie. Donc là, c'est une ONG fabriquée, une créature d'un État. Et puis, un autre exemple d'articulation des échelles, le comité des ONG, qui est un comité qui regroupe une vingtaine d'États membres des Nations Unies, qui a pour fonction de conférer à certaines ONG le statut consultatif auprès du Conseil économique et social. C'est un peu technique, mais c'est tout simplement un comité qui permet aux ONG d'avoir une reconnaissance. Eh bien, des États comme les États-Unis ou même la Russie encore, ont multiplié les mandats pour filtrer et empêcher certaines ONG. Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verlouise. Frédéric Ramel, poursuivons votre réflexion sur l'espace mondial. Aujourd'hui, un sujet clé, c'est comment contenir la guerre. Je souffle en essayant de vous répondre. Je vais peut-être distinguer deux éléments. Le premier élément, ce sont les opérations de paix. Les opérations de paix, c'est en fait une création des Nations Unies qui n'existaient pas dans la charte de San Francisco, mais qui ont été créées grâce à l'expérience. Ces OMP sont au point mort aujourd'hui. On en a fermé deux très emblématiques au Congo et au Mali ces 2 dernières années. Et depuis 2015, le Conseil de sécurité ne crée plus d'opérations de paix. En sachant que, pour que nos auditrices et nos éditeurs aient cela en tête, le budget actuel en 2024 des OMP, c'est 6 milliards de dollars. Le budget de la défense américain, c'est 916 milliards de dollars. Vous voyez le rapport, hein, c'est 3 fois rien. Donc les OMP sont au point mort et ça nous dit quelque chose du baromètre de la coopération internationale en matière de paix. Un autre vecteur, c'est le droit. Le droit international relatif aux conflits armés, le droit international humanitaire. Et ce que l'on peut malheureusement déplorer, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une forme de décomplexion des États à l'égard du droit. Ils font fi de ces règles. On l'a vu encore récemment avec l'agression russe à l'égard de l'Ukraine ou encore le comportement du gouvernement israélien à Gaza. Autrement dit, l'autorité du droit s'efface à côté de l'autorité de la force. C'est deux façons de penser le rapport dans l'espace mondial. Le droit, la justice ou la force, c'est-à-dire l'usage des moyens coercitifs. Alors, je ne veux pas non plus être complètement pessimiste. La Cour internationale de justice, dont uniquement un tiers des États à l'heure actuelle reconnaît la clause de compétence obligatoire, joue un rôle, certes limité, mais quand même, l'avis qu'elle a rendu suite à la demande à la plainte de l'Afrique du Sud a eu un certain nombre d'effets concernant la situation à Gaza. Un certain nombre d'États ont suspendu leur aide militaire à Israël. Mais il est clair que les deux moyens les plus significatifs, les opérations de paix et le droit, aujourd'hui sont très, très fragilisés. Et puisqu'on parle de guerre, il y a aussi un élément. Récemment, une ancienne ministre albanaise déclarait lors d'une conférence publique organisée à l'ENS au sujet des manœuvres de désinformation qui ont ciblé la Roumanie, ouvrez les guillemets, « Nous sommes en guerre informationnelle ». Fermez les guillemets. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est exact? Alors, ce qu'on appelle les opérations d'influence ou des manipulations d'informations consistent à disséminer de fausses informations sous le couvert de sites plus ou moins officiels, par les réseaux sociaux ou par le détournement de preuves qui sont disséminées dans l'espace public. Ça peut être par l'utilisation de faux comptes, ce qu'on appelle les bots. Et puis, la difficulté, elle tient au fait que les plateformes qui reçoivent ces informations ne sont pas forcément très transparentes. Elles ne donnent pas des éléments sur la compréhension de leurs algorithmes, par exemple.
Et tout cela renvoie à ce qu'on appelle le sharp power. C'est quoi le sharp power? C'est pas le soft power auquel on a parfois fait allusion dans la politique étrangère de certains États, ou la plupart d'ailleurs des États aujourd'hui qui se prétendent une grande puissance. C'est le sharp power percer par action subversive et corrosive l'environnement politique de la société, et la société cible qui est souvent les sociétés démocratiques. La Russie et la Chine sont extrêmement actives en la matière. Alors, peut-on aller jusqu'à qualifier ces situations de guerre? Je ne pense pas. La guerre informationnelle, elle se situe en dessous du seuil de déclaration de guerre. Il n'y a pas de déclaration de guerre. Il n'y a pas forcément de létalité. Par contre, cela rencontre des nouvelles rivalités à l'heure actuelle dans l'espace mondial, et des rivalités qui renvoient à des états de guerre. Ce sont des états de guerre de rapports stratégiques. Et d'ailleurs, beaucoup de doctrines stratégiques des États, notamment la Russie et la Chine, considèrent que la guerre médiatique fait partie aujourd'hui de la rivalité stratégique contemporaine. Et David Collomb, qui enseigne aussi à Sciences Po, explique bien que dans cette guerre de la désinformation, les États-Unis ont initialement joué le jeu les premiers au moment de la guerre en Irak sur des prétextes qui, comme chacun sait, étaient fallacieux. Frédéric Ramel, finalement, que signifie le passage du global au planétaire dans l'espace mondial, et comment penser l'articulation entre la sécurité, le climat, l'environnement? Alors je pense qu'il y a deux manières de penser ou deux manières d'envisager la chose. La première, c'est la sécurité environnementale. Et lorsqu'on parle de sécurité environnementale, on pense en premier chef à la sécurité de la nature. Et depuis les années 70, depuis la guerre du Vietnam, depuis la guerre du Golfe de 91, on a maintenant un certain nombre d'outils juridiques pour essayer de protéger la nature en période de conflit armé. Cela renvoie pour moi à une représentation du globe, c'est-à-dire qu'on est encore dans une logique où on protège l'environnement, mais où on cherche à contrôler les ressources sur le globe et éviter en effet une trop forte dégradation de l'environnement. Ça pose tout de même d'ailleurs cette sécurité environnementale un certain nombre de difficultés, tout simplement parce que pour l'instant, on envisage plutôt la sécurité environnementale dans une manière un petit peu étriquée. Par exemple, l'écocide n'est pas un crime reconnu par la Cour pénale internationale, parce que les États n'en veulent pas. Ça les exposerait trop, parce que ça veut dire qu'en temps de paix, eh bien, on pourrait être aussi, enfin, les États pourraient éventuellement être traduits en justice pour non-application d'un certain nombre de règles. Et puis, il y a une tension entre la sécurité de la nature et la sécurité des États. Vous avez évoqué à juste titre tout à l'heure que le montant des budgets de la défense n'a jamais été aussi haut, et comparable d'ailleurs aux années 80, au moment de grandes tensions de la guerre froide. Ces budgets rentrent en tension avec la protection de l'environnement, puisque c'est encore de l'extraction, c'est la fabrication de matériel extrêmement sophistiqué. Donc ça, c'est la sécurité environnementale. Passer vers le planétaire, ça suppose une modification des représentations. Ça signifie penser la sécurité en termes d'entrelacement. C'est-à-dire qu'il y a évidemment cette sécurité environnementale qu'il faut avoir en tête, mais il y a des vases communicants, c'est-à-dire que les inégalités économiques, ça crée de l'insécurité alimentaire, et en matière de conflit armé, ça vous expose encore plus à de l'insécurité. La Covid-19, là encore, c'est un exemple de sécurité entrelacée qui met en relief notre exploitation des forêts, la question de la biodiversité qui est affectée, et puis la circulation effrénée à travers les frontières. Donc, cette sécurité entrelacée pose la question de l'habitabilité. Comment est-ce qu'on peut habiter le monde, en fait? Et cette habitabilité, cette recherche de l'habitabilité au-delà du développement soutenable, je dirais, ça crée aussi du clivage dans l'espace mondial. Un certain nombre d'acteurs veulent aller dans ce sens. D'autres sont plutôt réticents. La Chine et la Russie, ou la Chine en particulier, dit non, écoutez, responsabilité différenciée, commune certes, mais différenciée en matière de dégradation environnementale, laissez-nous finir notre développement et on en reparlera dans une vingtaine d'années. Et d'autres, au contraire, cherchent à opérer cette transition. Et puis, il faut être aussi vigilant parce que derrière cette sécurité, ces sécurités entrelacées, ces sécurités planétaires, il ne faudrait pas que les Occidentaux aient l'idée qu'ils sont les seuls porteurs de cette sécurité planétaire.
des communautés autochtones, des communautés qui ont un lien aussi étroit avec des messages de la nature, peuvent aussi nous enseigner. Le GIEC, le groupe international qui aide en effet avec l'expertise en matière d'environnement et de changement climatique, a reconnu leur rôle. Il y a 20 ans, le tsunami de 2004 a permis, grâce à des communautés autochtones en Thaïlande et en Indonésie, à anticiper l'arrivée de la vague. Et il y a eu des protections, il y a eu des vies sauvées grâce au fait que ces populations ont accompagné un certain nombre d'individus à se protéger face à la vague qui allait arriver, mais que les Occidentaux ne percevaient pas du tout. Frédéric Ramel, vous terminez votre ouvrage consacré à l'espace mondial par une phrase qui peut sembler inattendue. Vous écrivez « Le monde est le nid de l'homme ». Que voulez-vous dire par cette expression ? Vous savez, la grande théoricienne du politique Arendt avait cette phrase « Il n'y a pas de raison de douter que nous soyons capables à présent de détruire toute vie organique sur Terre. » Eh bien, l'image du nid, c'est suggérer une autre perspective, un autre chemin possible. Le nid suggère l'idée que nous avons un milieu à protéger. Et ce milieu, c'est un milieu de protection pour la vie, promesse de vie. Ça oblige à changer aussi notre manière d'envisager notre rapport à l'espace mondial. Cette image du nid, je la tire du philosophe Gaston Bachelard. Dans sa poétique de l'espace, il parle du nid comme une confiance cosmique. Et il y a deux idées importantes, il me semble, en convoquant cette idée du nid. Tout d'abord, en montrant ou en identifiant des pistes d'action des États aux acteurs comme vous et moi, et aux auditrices et aux auditeurs, que nous sommes tous quelque part des intendants de la planète, aux différentes échelles que vous évoquiez tout à l'heure, locales, régionales et mondiales. Et d'autre part, la deuxième idée qui surgit, c'est convoquer cette idée du nid, ça suggère aussi un autre imaginaire, un imaginaire positif. Les imaginaires sont la plupart du temps négatifs à l'égard de l'espace mondial. On parle de survie des États ou survie de l'humanité. Mais peut-on aussi parler d'un sens de la Terre positif qui renvoie ainsi à quelque chose qui est inspirant pour nous tous, et je répète, nous tous au sens général, pas simplement les États. Ce qui m'amène à vous poser une question. Quand on a, comme vous, une pratique sur la durée, sur la profondeur de l'étude des relations internationales, n'y a-t-il pas un risque de devenir cynique ? Et comment est-ce qu'on combat ce risque ? De deux façons. La première, en étant tout à fait lucide sur la dégradation stratégique, la dégradation ces dernières années des relations en particulier interétatiques. Donc les observer, être particulièrement lucide à l'égard de cela. Donc ne pas être naïf et avoir une idée de bisounours que on a souvent en tête en termes d'image d'Épinal, comme on dit. Et de l'autre, d'être attentif à des choses qui sont peu médiatisées, peu mises en relief et qui sont pourtant là. C'est-à-dire le sensible, montrer, c'est toute l'image du planétaire et l'image du nid qui lui est associée. C'est-à-dire montrer qu'il y a aussi des phénomènes peu médiatisés, mais qui nous invitent à prendre en considération que dans l'espace mondial, il y a aussi d'autres choses que des rapports de force. Oui, il y a des rapports de force, mais il y a aussi des formes sensibles, il y a des formes de bienveillance, des formes aussi de reconnaissance. Quand même assez étonnant que le traité sur la haute mer a été signé en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et la Russie, la délégation russe n'a pas décidé de ne pas signer. Non, elle a signé ce texte fondamental pour la protection des océans. Ça nous dit quelque chose du fait que, oui, l'espace mondial est un monde de conflits, de conflictualité, c'est indéniable, mais il y a aussi de la sensibilité à prendre en considération. Merci Frédéric Ramel. Un grand merci également à notre réalisateur Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Frédéric Ramel, professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po. Frédéric Ramel co-signe avec Ariad Ghanem, Espace mondial, aux éditions Presse de Sciences Po.